du souffle de l'écologie qui est aujourd'hui, disons, qui représente à peu près 20%, je crois, ou un peu plus, ou 25, bon, dans ELV, et qui maintiennent l'idée d'une écologie de transformation. Voilà, bon, alors, moi j'ai été un animateur de ce type de courant qui a fait longtemps, depuis la naissance de ELV qui existe, et j'expliquerai d'ailleurs pourquoi un certain nombre de militants de PEPS ont décidé de créer PEPS un peu en rupture avec les orientations de ELV, mais pour nous, le courant de gauche au sein de ELV est quelque chose d'important, et on veut maintenir un dialogue avec ce courant. Alors, l'idée, c'est de débattre un peu de l'écologie de rupture. Je vais donner un peu mon point de vue là-dessus, à partir parce qu'on n'a pas eu beaucoup de moments dans ces rencontres d'été pour présenter PEPS, pour présenter un peu pourquoi on en est arrivé à défendre cette écologie de rupture. PEPS, c'est un projet qui est né depuis très peu de temps, puisque c'est né au début 2019, à partir d'un appel de 150 militants pour, on n'appelait pas ça d'ailleurs pour une écologie de rupture au départ, mais une écologie populaire et sociale. C'était juste au moment des Gilets jaunes qu'on a fait cet appel. Et un certain nombre de camarades étaient dans ELV encore et considéraient qu'il fallait, que ce mouvement des Gilets jaunes avait opéré une rupture politique à l'intérieur de l'écologie, dans la mesure où les classes populaires, et on vient d'en débattre pendant 2 heures avant, avaient reposé à leur manière la question de l'écologie politique. Par exemple, en dénonçant la taxe carbone, qui était une façon, finalement, de faire payer par les pauvres ce qui était refusé d'être payé par les riches, c'est-à-dire les avions, les cargos, les camions, etc. Comment? Oui, enfin, voilà. Et donc, que le mouvement des Gilets jaunes reposait l'écologie sur ses pieds, qui était l'écologie populaire, ce qui existe dans plein d'autres pays, du Sud notamment, où cette écologie populaire mène les combats en Amérique latine, en Asie, en Afrique, contre l'extractivisme, contre la déforestation, contre les pollutions industrielles, etc. Même si, souvent, elle n'a pas de traduction politique. Et que le problème fondamental pour nous, c'était justement que les classes populaires s'emparent de la question écologique. Mais comment? Ça, c'était le problème. Et donc, on partait aussi de cette idée, parce que pour nous, une des ambiguïtés de ELV, c'était que finalement, ELV, depuis pas mal d'années, était fondée sur plusieurs idées qui arrivaient à une sorte de dérive, pas seulement de ELV, mais en général des partis verts en Europe, et même souvent au niveau international. Je dis ça tout simplement parce que j'ai été pendant une vingtaine d'années un des responsables de la commission internationale de ELV, des Verts, et ensuite de ELV, et en même temps membre de la direction de ELV, posant les questions internationales. Donc je connais un peu ce qui se passe au niveau international des Verts. Et donc la première idée, c'est que fausse, à mon avis, c'était que il doit y avoir un parti unique de l'écologie. C'est-à-dire que l'écologie doit rassembler toutes les tendances. Eh bien, nous, on pense que c'est faux. Parce que, premièrement, il y a évidemment plusieurs écologies. Ça, c'est une question essentielle. Il y a l'écofascisme, parce que ça commence à exister de plus en plus, qui a plusieurs formes. En France, il y a une revue qui s'appelle Limite. D'ailleurs, Onfray, avec son Front populaire, vient de sortir un numéro spécial sur l'écologie. Il y a Le Pen qui vient de lancer ce mouvement
les localistes, etc., etc. Donc il y a plusieurs formes d'écofascisme, y compris au niveau international et tout ça. Mais il y a aussi une écologie totalement libérale. On voit évidemment avec Macron ce que ça veut dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a une écologie social-démocrate, c'est-à-dire qui pense, et on pense nous que c'est en partie le problème de LV, que l'écologie politique peut, avec des petits pas, avancer et résoudre les problèmes. Et puis, il y a une quatrième écologie qui est, disons, l'écologie de rupture. Cette écologie de rupture, elle se définit comme une rupture avec le capitalisme. Et elle prend position clairement, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas de greenwashing, elle ne veut pas de récupération par l'ordolibéralisme, etc. Mais elle est divisée. Elle n'existe pas sur le plan politique, contrairement aux autres écologies. Pourquoi elle est divisée? Parce que déjà, il y a plusieurs courants. Alors, je cite en vrac, il y a l'écosocialisme, et qui est un courant lui-même d'ailleurs, qui est réparti entre entre les insoumis qui se revendiquent de l'écosocialisme et entre le NPA. Mais il y a aussi l'écologie, l'écologie sociale, dont on s'inspire nous en partie, qui a été théorisée par Murray Bookchin et dont les projections, on en a discuté pendant les rencontres d'été, c'est notamment ce qui se passe au Kurdistan et au Chiapas, à travers le confédéralisme démocratique. Donc c'est une sorte d'écologie libertaire, mais aussi profondément sociale, qui se bat contre toutes les dominations. Il y a les objecteurs de croissance, donc les décroissants, avec aussi des débats très, très compliqués entre eux et avec les autres écologies. Il y a l'écoféminisme, dont on a débattu largement aussi pendant ces rencontres d'été. Il y a l'écologie décoloniale, qui est en émergence dans ce pays, et même si Fatima Ouassak dénonce le terme, etc., je pense que c'est important. Enfin, le mois décolonial qu'on a organisé à Grenoble l'a montré, mais c'est en effervescence chez les personnes racisées, c'est ce débat autour de l'écologie décoloniale. Il y a la justice environnementale. La justice environnementale, par exemple, est née aux États-Unis dans les années 80, dans les quartiers populaires, autour des zones industrielles, et a révolutionné les politiques publiques américaines. Elle les a fait avancer par le fait que c'était les ouvriers des grandes usines industrielles, notamment d'automobiles, et les riverains, qui se sont alliés parce qu'ils étaient des personnes racisées, c'est-à-dire Chicanos et Blacks, qui ont pris en main ces luttes. Et ce mouvement de la justice environnementale, on le voit aussi en Angleterre, on le voit en Afrique du Sud, etc., est très important. Et puis, il y a l'écologie populaire, je dirais, d'Amérique latine, en Asie ou en Afrique, qui c'est une écologie des pauvres, quoi, qui se base sur le terrain et qui revendique de prendre des contre-pouvoirs, mais enfin des espaces de pouvoir. Donc, je cite tout ça parce que pour montrer que cette écologie de rupture, aujourd'hui, elle n'a pas de représentation politique. Et pour nous, ça, c'est le problème que je voudrais soumettre un peu aux intervenants. Après, un des autres problèmes qu'on avait, je m'excuse de parler souvent de LV, mais c'est à partir de ça qu'on a commencé à essayer de réfléchir sur une alternative dans l'écologie, c'est que non seulement il y avait plusieurs écologies et qu'il n'y a pas de parti unique de l'écologie, mais à partir de ça, on pouvait s'interroger sur d'abord le fait que les Verts se réclament de l'autonomie stratégique. C'est-à-dire qu'ils estiment que l'écologie, si on la rassemble complètement dans toutes ses composantes, elle pourrait arriver au pouvoir. Et pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils pensent qu'il y a une majorité culturelle dans la population française qui serait une majorité culturelle écologique.
Nous, on ne le pense pas. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il y a une majorité culturelle, mais qui est environnementaliste. Et d'ailleurs, ça rejoint le débat d'avant, c'est-à-dire qu'il y a une majorité culturelle environnementaliste, c'est-à-dire qui est pour l'amélioration de l'environnement, de la qualité de la vie, etc. Et ça ne veut pas dire un changement de système. Et l'écologie politique porte un changement de système. Donc c'est autour de ces thèmes qu'on s'est rassemblés en tant que PEPS, qu'on a fondé en novembre 2019, notre organisation, et que depuis, alors à cause du Covid et tout ça, on vivote, on essaye de s'enraciner, comme l'a montré la réunion d'avant, dans un certain nombre de luttes concrètes et d'organisations de groupes locaux qui sont eux-mêmes enracinés. C'est difficile, c'est très difficile même. Pourquoi? Parce que il y a une divergence entre le politique et le social, et qu'aujourd'hui les gens sont très réticents vis-à-vis de la politique et qu'ils estiment de plus en plus que la politique, ça se traduit que par les élections. Et donc là, nous, on ne s'oppose pas à la lutte dans les institutions. On pense que c'est qu'une partie du combat et qu'il faut que si l'autre n'est pas enraciné sur le terrain local et social, eh ben, il ne peut pas y avoir une véritable force politique d'écologie, de rupture qui se développe. Bon, j'ai un peu parlé pour l'introduction de façon un peu longue. J'aimerais justement que par rapport à ces trois questions, par rapport à cette question, et puis il y a le problème, évidemment, celle qui est induite, c'est-à-dire comment regrouper cette écologie de rupture, ben, les trois intervenants qui sont à côté de moi répondent quelques minutes chacun, et puis qu'on ait surtout un débat avec la salle, et questionnement, quoi. Voilà. Peut-être, voilà, vas-y. Ouais, merci. La première chose que je voudrais dire, deux premières choses en préalable, c'est je partage totalement le souci, hein, et donc plus globalement, mais je l'ai dit hier, la question pour nous du regroupement des anticapitalistes et de la reconstruction d'une expression politique, mais effectivement à partir de ce qui s'exprime dans les différents mouvements sociaux, bon, mais évidemment au cœur la question de l'écologie. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on partage beaucoup de choses et que, bon, voilà, c'est l'autre chose, c'est que je voudrais, bon, je vais essayer de revenir un peu, y compris sur des choses qui sont des fondements théoriques pour nous, parce que je pense malgré tout que autant l'expérience pratique est extrêmement importante, autant la question des fondements théoriques l'est aussi. Mais je voudrais surtout pas, vraiment, ça n'a rien de surplombant, c'est pas plus important, c'est pas bon que tout ce qui a été dit avant et dans le débat précédent. Voilà, je mets ça en préalable. Donc, juste peut-être pour revenir un peu sur des questions de fond et sur ce qui est pour nous l'écosocialisme. En fait, pour aller vite, je pense qu'il y a trois dimensions qui sont une dimension politique, une dimension de stratégie et une dimension éthique, et que les trois sont importantes. Alors, au plan politique, au plan du projet, je pense que c'est effectivement la question de l'articulation, ou plus exactement, quand on vient d'une histoire comme la mienne, qui est une histoire en gros d'un marxisme ouvert, d'un anticapitalisme, voilà, d'un courant qui se revendique, hein, d'un socialisme démocratique, etc. C'est comment il faut revisiter ce projet socialiste à la lumière de la prise en compte des limites et de la question de l'écologie. Et donc c'est dans ce sens-là un peu qu'on fait le chemin, ce qui est un petit peu sans doute différent du chemin qui va plutôt venir de l'écologie. Bon, voilà. Et que de ce point de vue-là, évidemment, à l'arrivée, on partage beaucoup de choses. D'abord, l'idée que l'écologie, c'est pas une affaire de riches, de je sais pas quoi. C'est d'abord une affaire de pauvres, d'opprimés, de dominés, de salariés, d'exploités, et que, comme ça a été bien montré, tout ça se décline de manière différente au travers des oppressions, mais dans le fait que les premières à payer les crises écologiques sont évidemment ces catégories-là. Bon, et ensuite, il y a une discussion, je pense qu'il y a une discussion qui doit être intéressante sur... donc, je ne reviens pas sur tout ce que
tout ce que tu as dit avant sur cette articulation avec un fondement, me semble-t-il, et qui est très très important, alors sur lequel on peut avoir plein de discussions entre nous. Moi, je fais partie de celles et ceux qui pensent que le marxisme des origines avait pour une part intégré cette dimension-là. Bon, mais que pour une part. Non, je dis pour une part. Mais que, évidemment, ce qui est important finalement, c'est ce dont on hérite, et que cet héritage, c'est même pas des scories productivistes, il a été enseveli sous une pratique, une politique, une idéologie totalement productiviste. Alors, bon, que c'est été dans Marx ou pas, ça peut être intéressant, mais c'est pas l'essentiel. Je pense cependant qu'une analyse matérialiste est utile pour comprendre ce qui se passe. Et de ce point de vue-là, en rupture avec une certaine vulgate marxiste, la question, elle n'est pas exclusivement du rapport, en gros, de l'exploitation salariale, du rapport entre le capital et le travail salarié, et que de ce point de vue-là, il faut prendre en compte ce que disait Marx, par contre, la source de toute richesse, la terre et le travailleur. Bon, on ne dirait pas les choses de cette façon-là aujourd'hui, on prendrait en compte évidemment l'écologie dans l'ensemble de ses dimensions, et surtout quand on parle du travailleur, on parlerait aussi, parce que ça me paraît de la même façon indispensable, et ça fait partie du même travail théorique à faire, toute la question du travail, qui n'est pas seulement le travail salarié, mais tout le travail de soins fait par les femmes. Et qu'il y a donc cette articulation qui fait que pour aller vite, à l'arrivée, le capital, il ne s'oppose pas simplement au travail salarié, mais il s'oppose au travail salarié, certes, donc il tire la plus-value, je ne vais pas vous faire là, mais aussi à l'exploitation de ce travail de soins, de reproduction sociale, on dit nous et on dit dans les courants féministes, de reproduction sociale, c'est-à-dire tout ce qui participe à la production de la vie, mais qui ne passe pas par le marché, et du coup, ça compte pour un pot de balle, et de l'exploitation de la nature, des ressources, etc. Et que c'est ça qu'il faut prendre en compte, et que du coup, l'anticapitalisme, il doit prendre en compte l'ensemble de ces trois dimensions. Ce qui m'amène à la deuxième chose comme dimension stratégique, parce que nous, on n'envisage pas l'évolution comme un long fleuve tranquille. C'est l'enjeu d'une lutte, c'est l'enjeu d'un affrontement contre le capital, et le capital, il renoncera ni à l'exploitation, ni au pillage et à la destruction de ce qu'on appelle la nature de lui-même, et que c'est faire d'un rapport de force. Et là, c'est la question qui nous est posée, celle qu'on appelle dans notre jargon, celle du sujet révolutionnaire, c'est-à-dire, en gros, qui est capable de faire ça? Bon, la tradition marxiste attribue ça pour l'essentiel aux travailleurs salariés, etc., etc. Nous, on pense que les alliances, elles sont beaucoup plus larges que ça, pour la raison que j'ai dite avant, c'est-à-dire c'est pas juste le capital-travail, mais c'est capital contre l'ensemble de la vie, et que ce à quoi on assiste effectivement, et tu l'as décrit, c'est qu'y compris aujourd'hui, ceux qui s'affrontent au capital sur ce terrain-là, en particulier dans les luttes contre l'extractivisme et tout ça, c'est pas d'abord la classe ouvrière. C'est pas d'abord la classe ouvrière industrielle. C'est les peuples autochtones, c'est la jeunesse. Et au sein de ces populations-là, de ces combats-là, les femmes sont systématiquement à l'avant-garde. Mais je pense pour les raisons que j'ai dit avant, c'est-à-dire de cette invisibilité de la captation par le capital. Et que la participation des salariés, des travailleurs, et l'enjeu d'une bagarre. Alors, il y a des exemples, je suis ravie de l'exemple de Grandpuits. Moi-même, j'ai milité l'essentiel de ma vie professionnelle dans l'industrie chimique, autour de ces questions-là pour essayer de faire le lien, mais c'est une bagarre à mener qui doit mettre au centre, évidemment, les préoccupations des salariés, parce que oui, il n'y aura pas de transformation radicale de l'appareil de production sans la participation des travailleurs, mais il faut le faire sans angélisme et sans renoncer à une partie de la bagarre qui doit être antiproductiviste, qui doit dire il faut réduire la production matérielle, il faut réduire les transports, sinon on ne s'en sortira pas. Donc il faut arriver à faire tout ça. Je pense que c'est une autre dernière dimension, mais je ne veux pas prendre plus longtemps. Sur la dimension éthique, je pense qu'il faut
pas sous-estimer tout ce que cela bouleverse globalement de notre façon d'habiter le monde. Ça tourne autour de la question du productivisme, évidemment, mais c'est du rapport à l'espace, du rapport au temps, etc., etc. Et là encore, bon, tout le rapport, ça c'était dans Marx, de mettre en avant l'être avant l'avoir, enfin bon, toutes ces choses-là. Mais je pense que cette dimension, elle est essentielle si on veut faire ce qu'on répète tout le temps. Voilà, comment on construit un projet qui soit aussi un projet désirable. Dans le projet désirable, il y a tout ça. Tu parlais tout à l'heure de la dimension du sensible. Bon, je pense que tout ça doit aussi être intégré et, à mon sens, fait partie d'un projet éco-social. Voilà, pour essayer. Je m'arrête là. Bon, alors, j'ai pas compris de quelle organisation Un tout nouveau début. Ouais. Alors, je fais partie d'un nouveau projet politique qui s'appelle Rejoignons-nous et qui se fixe comme objectif de faire adhérer une grande partie des catégories populaires et notamment racisées dans un objectif de rupture avec le capitalisme et qui partage un grand nombre de prises de position telles qu'elles ont été énoncées ici au cours de cette université d'été. Donc voilà, donc on vient d'horizons, on est des militants qui sont passés à peu près par toutes les organisations politiques d'ensemble, certains des Verts, d'autres de la France Insoumise, etc. Et on fait le constat que les organisations politiques actuelles ne sont pas à la hauteur de la situation et qu'elles n'arrivent pas à canaliser et à mobiliser en fait les colères qui sont présentes dans la société. Donc voilà, alors on n'a pas encore véritablement travaillé sur l'écologie de rupture. Bon, un certain nombre de camarades partagent les prises de position qui sont tenues ici. Alors, on peut s'accorder du moins sur le fait que le capitalisme détruit nos vies, exploite les salariés, précarise le travail, et on sait maintenant qu'il contribue à la non-reproduction du vivant. Donc, le rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC qui a été publié récemment montre l'accélération de la catastrophe. Et comme l'a rappelé Patrick, ce n'est pas les mesures cosmétiques avancées par Macron qui vont nous faire échapper de cette catastrophe. Et moi, je vais faire un pas de côté, en fait, sur la conceptualisation qui a été présentée ici. C'est montrer, en fait, qu'une écologie de rupture, ce que c'est réellement, en fait, à l'aune d'exemples concrets. Donc voilà, donc je vais vous parler, par exemple, de certaines mesures qui ont été adoptées concrètement ici en France. Qui reçoivent en fait l'assentiment d'une grande partie du champ politique. Par exemple, un domaine que je connais très bien, c'est le vélo. En France, on développe une politique, on essaie de développer une politique en faveur du vélo. Or, ce que l'on constate, c'est que ces politiques-là restent encore marquées par les inégalités sociales. Je veux dire par là que lorsque la plupart des mairies en fait subventionnent des vélos électriques qui coûtent à peu près au minimum 1 500 €, ces subventions-là ne touchent pas les catégories populaires. C'est le cas de la mairie de Paris, c'est le cas de la région Île-de-France. On sait que 80% des achats qui sont effectués le sont par des CSP+. Donc voilà une mesure qui est foncièrement inégalitaire. Alors il y a un début de prise de conscience par certaines mairies qui proposent d'offrir des vélos à subventionner, y compris des vélos classiques. Ça va dans le bon sens. Ça permet de toucher les catégories populaires.
Et voilà, donc il y a un biais inégalitaire qu'on voit à travers ces mesures. Voilà. Deuxième cas concret, c'est les AMAP. Alors moi, je suis dans une AMAP, je roule en vélo, etc. Et ce que l'on constate, c'est que dans les AMAP, il n'y a que, de la petite bourgeoisie culturelle, essentiellement. Et les catégories populaires ne sont pas présentes, comme l'a rappelé Fatima Wassak. Même les tentatives qui ont été faites dans le 93, notamment une AMAP libertaire, de Saint-Denis, voilà, de baisser fortement le prix du panier à 10 euros, etc., un grand panier à 10 euros, ça n'a pas attiré les catégories populaires. Ça attire des gens à fort capital culturel, ce qu'on appelle le salarié précaire intellectuel, mais ça n'attire pas les catégories populaires, et notamment racisées. Les seuls à être parvenus, c'est plutôt les associations VRAC, voilà, qui font à la fois l'éducation populaire, l'éducation à la cuisine, etc. Et donc ça permet de les faire adhérer comment s'appelle, à une alimentation saine. Voilà, donc, ce que l'on constate dans les AMAP, c'est ce que l'on oublie trop souvent, et je pense qu'il y en a beaucoup ici qui sont dans ces structures-là, c'est qu'on exerce, bien malgré soi, une forme de violence symbolique, en fait. Alors, quand des gens arrivent qui sont issus de catégories populaires, on a un rapport particulier lorsqu'on s'adresse à eux, en fait. Voilà, donc, par rapport à la manière d'assurer les distributions, une manière condescendante de leur parler, etc. Et ça, souvent, c'est des réflexes inconscients et qui empêchent que ces gens-là puissent s'investir dans ces structures-là. Autre chose, ce que l'on constate aussi, et je pense ici présent, ça devrait toucher beaucoup de gens, c'est que ce qui m'a marqué, c'est une étude allemande qui montrait qu'en fait, la plupart des gens qui prennent l'avion en Allemagne, on retrouvait fortement les gens qui étaient encartés verts, en fait. Donc on le sait parce que c'est des CSP+, en fait c'est lié à leur position sociale, c'est des CSP+, et donc ils sont amenés à prendre souvent l'avion. Voilà, c'est compensé. Et et la réponse, une réponse d'écologie de rupture à cette situation, en fait, parce qu'on sait que le transport aérien contribue fortement au réchauffement climatique. Beaucoup d'associations travaillent sur la question. Donc on sait, les statistiques en France sont assez criantes. 35% de la population ne prend jamais l'avion. Et c'est essentiellement issu des catégories populaires. 75% de la population ne prend l'avion qu'une fois dans l'année. Et on arrive aux 10% les plus riches qui prennent plus de 4 fois l'avion. Et en fait, on retrouve là le biais inégalitaire, en fait. Et donc, comment s'appelle, il y a des solutions qui sont proposées, et ça, c'est des solutions de rupture écologique. Donc, les solutions de rupture écologique concernant l'avion, donc on le voit, c'est par exemple augmenter le prix des avions en fonction du niveau de richesse ou en fonction du nombre de billets d'avion ou simplement distribuer des quotas, etc. Donc voilà, il y a des mesures qui sont cosmétiques et il y a des mesures de rupture radicale avec l'écologie néolibérale, comme l'a rappelé Patrick. Donc voilà, c'est un ensemble de mesures qui doivent en fait toujours avoir comme fondement comment s'appelle, les inégalités sociales. Voilà, donc, et souvent, ces mesures-là ne sont pas assez interrogées par le champ politique, par les acteurs politiques. Donc, elles passent comme une lettre à la poste. Moi, j'entends rarement des gens remettre en cause les subventions en faveur du vélo électrique ou les subventions en faveur de la voiture électrique. Voilà, donc, et puis, j'en reviens sur l'écologie de rupture. En tout cas, moi, une écologie de rupture qui ne passerait pas par une rupture avec le capitalisme, ça signifie, en fait, pour moi, remettre en cause le libre-échange. La relocalisation ne pourra pas passer sans protectionnisme, sans remise en cause du libre-échange. Une rupture avec le capitalisme, c'est remettre en cause aussi la financiarisation de l'économie. Ce n'est pas des petites mesures, en fait, hein, c'est des mesures qui impactent grandement, en fait, les inégalités sociales. Donc, comme Piketty l'a montré, depuis la crise des Gilets jaunes, c'est suite à la crise des Gilets jaunes,
l'empreinte écologique du premier décile, et c'est d'un rapport de 1 à 8 par rapport au décile le plus riche. Donc on voit une écologie de rupture, elle vise à fortement réduire les inégalités. Donc si on ne fait pas ça, on ne pourra pas, comment s'appelle, changer la trajectoire vers la catastrophe à laquelle nous mène ce mode de production. Bernard, Oui. Pardon. c'est à toi. J'arrive. Poser la question de regrouper en fait les différents courants qui sont. Je suis pas certain que ce soit utile. Ça, c'est une réponse. Ouais. Je suis pas certain que ce soit utile, parce que nous on est plutôt pour la diversité. Et que chaque courant en fait a une spécificité et chaque courant en fait apporte quelque chose qui va nourrir l'autre et qui a des idées que nous on n'a pas forcément et que nous on a des idées que les autres n'ont pas forcément. Et c'est de ces échanges-là que naissent en fait une richesse des idées et des mouvements. On peut se rassembler à des moments clés de la vie sociale ou politique de façon à construire ensemble quelque chose de nouveau. Et effectivement, pour le coup, là, je suis d'accord, en rupture, parce que il y a urgence et sans cette rupture, on n'y arrivera pas. Et il faut juste faire un tout petit peu d'histoire. En fait, l'écologie est née dans les années 50-60, des mouvements environnementalistes qui avaient pour vocation avant tout de protéger la nature. Et ensuite, il y a eu un autre courant qui s'est fait jour, qui lui était plus alternatif, donc plus sur le champ politique quotidienne, dans lequel moi je me suis introduit aussi sec avant de protéger les oiseaux. Voilà, j'étais dans les squats. Mais à un moment donné, les deux se sont rassemblés pour n'en faire qu'un, effectivement, avec des hauts et des bas. Et on a fini par arriver à construire quelque chose qui, là, je vais vous rassurer tous, remet en cause, effectivement, tous les fondements de notre société actuelle qui génèrent les inégalités, qui sont basés sur des systèmes patriarcaux qui asservissent tant les femmes que les genres et que les races. Et c'est un système qui perdure parce qu'il arrange bien les gens qui sont les gens de pouvoir, donc les gens qui ont de l'argent. Et donc on en arrive aussi forcément, quand on réfléchit un petit peu et qu'on veut changer les fondements de la société, forcément on en arrive à être anticapitaliste. D'où la difficulté quand on dit ça, surtout dans des mouvements qui a pris de l'ampleur comme celui d'Europe Écologie Les Verts, quand on dit anticapitaliste, on est considéré comme radical. Un radical, c'est quoi? Un radical, c'est quelqu'un qui ne fait pas de concessions et qui, quelque part, remet tellement en cause les fondements de la société qu'il est dangereux. Donc, du coup, on l'ostracise, on lui dit, bah non, toi, on ne va pas t'écouter parce que tu es trop radical et ça ne va pas du tout, tu fais peur aux gens. Et voilà. Donc, du coup, on le renvoie dos à dos avec d'autres extrêmes, type extrême droite, ce qui fait qu'ils ne sont pas dos à dos, mais ils sont face à face et ils se foutent sur la gueule régulièrement. Et on n'a pas, en fait, l'accès en fait, à la diffusion d'idées que pourraient avoir d'autres partis beaucoup plus consensuels qui, eux, ne sont surtout pas radicaux et sont justement consensuels pour ne pas déranger, ne pas faire de... Donc je crois que on a aussi une réflexion à avoir sur ce côté radical, c'est qu'on peut être radical sans faire peur et on n'est pas là pour faire peur. Et ça rejoint aussi ce côté qu'on nous balance à la tronche régulièrement, qui est qu'on fait de l'écologie punitive. Ben oui, effectivement, ça peut paraître punitif. Sauf que moi, je reviens d'un séjour en Bretagne et à Carpentras. Je m'excuse, mais sur l'autoroute, il y avait des SUV, quoi. Alors, si à l'arrêt d'autoroute, vous allez voir le mec qui a un SUV, vous lui dites dis donc, Coco, tu sais que là, tu consommes autant qu'un bus qui pourrait transporter 15 personnes, et tu es tout seul ou juste avec ton mioche dans la bagnole.
le gars, il va dire, ben attends, c'est ma liberté, c'est quoi, mais t'es trop radical, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, pour pas que ces bagnoles-là prolifèrent, eh ben, on va faire des lois ou des taxes qui vont limiter la production ou l'achat de ces bagnoles-là. Et on va être dans le punitif, forcément. On va être dans le punitif. Sauf que on y est obligé parce que si on fait appel à la bonne volonté des gens, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, on est obligé de passer par le punitif. Mais c'est un constat d'échec. C'est un constat d'échec parce que si on était des bons pédagogues, on arriverait à convaincre les gens que, d'accord, la pub, elle est alléchante, la nana assise sur le capot de la bagnole, elle est mignonne comme tout, mais n'achète pas cette voiture-là. N'achète pas cette voiture-là. C'est un danger pour la planète, quoi. Si on n'y arrive pas. Donc, du coup, on est obligé de passer par le punitif. Mais bon, je le répète, ouais, pour moi, c'est un constat d'échec. Moi, je préférerais qu'on arrive à faire prendre conscience aux gens que, un, ils sont exploités, donc il faut arrêter, et que deux, il y a des gestes quotidiens, il y a des choses qu'on peut faire, et que tout va ensemble. C'est-à-dire qu'on culpabilise les gens quand ils balancent des déchets. Normal, parce que balancer sa canette par la fenêtre au volant, bon, bah, c'est juste de l'incivilité. Donc effectivement, c'est à corriger et c'est à faire prendre conscience aux gens qu'il ne faut pas le faire. Mais en même temps, il faut aussi apporter des solutions plus globales et qui vont passer par le politique. Alors c'est là où on rentre aussi dans un autre champ qui nous est très critiqué, c'est-à-dire que, ouais, non, mais la politique c'est mal. La politique, c'est pas beau, c'est tous des bandits, c'est tous des voleurs, et nous, on se bat contre ces clichés du tous pourri, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour être dans la politique depuis très longtemps, je peux témoigner que 95% des gens qui font vivre au quotidien notre pays, notamment les maires, les conseillers municipaux, les conseillers départementaux, tous ces gens-là, sont des gens sincères, investis. Leurs indemnités sont tout juste correctes, hein, tout juste correctes pour le travail qu'ils fournissent. Et donc, il faut se battre contre ça. Donc, aller sur le champ politique, c'est encore une fois se faire critiquer, mais par contre, c'est indispensable. Parce qu'on s'est très très vite aperçu qu'on n'a pas 50 outils pour changer les choses. Alors, même si l'outil du système électoral ne nous convient pas, parce qu'il faut être honnête, ce système-là ne nous convient pas du tout, pour arriver à le changer, il faut l'utiliser. Donc, on est obligé d'aller en fait sur le champ politique. Une fois qu'on est acteur du champ politique, faire en sorte de le modifier. C'est pour ça qu'on rejoint pas mal de mouvements comme LFI ou l'NPA. On est pour la 6e République. Il faut vraiment réformer profondément le système politique français. Pour le réformer, il faut y aller. Voilà, j'arrête parce qu'il veut parler. Non, enfin peu importe, mais tu parles fort. Du coup, je rebondis là-dessus parce que je suis d'un côté d'accord avec vous que la politique, c'est pas tout ce qui tout, parce que moi, je suis en fait, c'est tout ce qui m'engage là-dedans, on doit passer par la politique, et c'est chiant, pas que, mais en partie. Par contre, moi, je pense que, notamment, nous, on a quand même, j'habite à Grenoble, on a un maire qui se présente à l'élection présidentielle, qui fait partie de la primaire écologique, pardon. Moi, il contribue pour moi, cette personne, à dégoûter les gens de la politique. À Grenoble, ce qui se passe, c'est catastrophique en termes social, culturel, les quartiers populaires et tout ça. Il y a un discours de façade, il y a la réalité de terrain, et du coup, en fait, là, c'est pas pour rien que les dernières élections, il y a eu 3000 votants de moins pour Köln. Et du coup, en fait, d'un côté, je vous rejoins sur un truc, mais d'un autre côté, je me dis, en fait, on peut pas, en fait, il faut pas non plus valoriser des personnes aussi qui contribuent en fait à la méfiance des gens, au dégoût des gens de la politique, et notamment des élus politiques. Et donc, du coup, en fait, voilà, faut aussi quand même faire son autocritique. Je trouve ça quand même chouette, et le premier, tout le monde, en fait, je ne parle pas de l'écologie forcément, voilà, mais je trouve que c'est important aussi quand on est dans des mouvements politiques, en fait, de faire aussi notre autocritique là-dessus, parce qu'en fait, c'est aussi en cause de nous, si les gens sont dégoûtés, votent plus, quoi. Donc, voilà. Ils ne votent plus, mais c'est aussi le résultat d'une histoire. Hein. Je suis d'accord, c'est une des causes, c'est pas la cause, pas forcément, mais c'est une des causes, en tout cas. Donc on a engagé le débat et c'est bien parce qu'on n'a plus qu'une demi-heure et tout ça. Yves? Oui, alors moi je voudrais remettre des choses debout. Excusez-moi. C'est bien, Patrick, qu'on a un débat là-dessus depuis longtemps, ça me plaît.
pour moi, il ne peut pas y avoir plusieurs écologies. L'écologie politique, c'est un truc très précis. C'est ce qui articule la lutte pour un environnement de qualité, la justice sociale et la démocratie. Quand tu n'articules pas ces trois trucs, tu ne fais pas de l'écologie politique. Si tu t'occupes que d'environnement, tu es un environnementaliste, c'est très bien, on peut travailler avec les environnementalistes, les gens qui ont un combat social, on peut travailler avec eux, et les gens qui s'occupent des droits humains, de la démocratie, etc. aussi. Et s'ils ne font que ça, sans y articuler avec les deux autres, ce n'est pas de l'écologie politique. Pour moi, qu'on puisse dire qu'il peut y avoir une écologie fasciste, pour moi, c'est une monstruosité. Excuse-moi, on sera toujours en désaccord là-dessus. Les fascistes, c'est les ennemis mortels de l'écologie. Les gens qui font de l'écologie social-démocrate, c'est les ennemis mortels de l'écologie. Quand ils ont été au pouvoir, ils n'ont fait que combattre l'écologie. Hollande, il a défait tous les trucs environnementaux, toutes les règles environnementales, il les a toutes descendues. Donc il faut arrêter de dire que ces gens-là, c'est des écologistes. Non, l'écologie politique, c'est l'écologie politique. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir plusieurs formations écologistes. Bien entendu, moi je suis pour la diversité, je suis comme toi, bien sûr. On peut avoir des stratégies politiques différentes, on peut avoir des amitiés différentes, on peut avoir, je ne sais pas, même des pratiques différentes, mais il faut, si on n'articule pas les trois éléments de base de l'écologie politique, et en plus avec une vision planétaire, mondiale, qu'on ne fait pas uniquement nationaliste comme fait le Front National, qui, pour eux, leur écologie, c'est réservé à la race blanche. Alors, est-ce qu'on considère ces gens-là comme des écologistes? Non. Je veux dire, jamais. Donc ça, c'est le chose que je voulais remettre debout. En plus, dès les débuts de l'écologie politique en France, dès l'arrivée d'Élisée Reclus, il a constaté ça tout de suite. C'est-à-dire, il a articulé ces trois trucs, parce qu'il a parcouru le monde pour faire son livre sur l'histoire de la Terre, et il a constaté ça. C'est que dans les endroits où il y avait des exploitations capitalistes immondes, dans des mines pourries, où les gens étaient traités comme des esclaves sans droit, et que l'environnement était dégradé, il a vu ça. Et c'est ça l'écologie politique, la constatation de ça et le combat contre ça. Donc l'écologie politique, elle est anticapitaliste dès le départ. Et non seulement elle est anticapitaliste dès le départ, mais elle est aujourd'hui anti-ultralibéralisme, qui est le fils de l'écologie politique, qui fait beaucoup plus de dégâts aujourd'hui dans le monde que le vieux capitalisme d'antan. Donc, remettons un peu quand même des choses debout, quoi. Alors après, on peut s'envoyer à la gueule entre organisations, je suis plus écologiste que toi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais si on peut s'allier avec machin. Bon, on sait bien que dans la réalité politique extrêmement centralisée qui est la nôtre, il n'y a pas d'hégémonie d'un courant politique. Il y a forcément des alliances qui peuvent se faire à des degrés divers, et qui sont divers selon le cadre municipal, ou évidemment dans un village tu peux t'allier même avec des gens de droite pour gérer le truc, mais et un petit peu moins pour les législatives. On sait bien que c'est comme ça, mais en même temps ne perdons pas de vue que ce que nous voulons faire, c'est de l'écologie politique en articulant ces trois éléments à l'échelle de la planète, en se posant la question, quand je prends une mesure nationale, est-ce qu'à l'autre bout du monde, je ne suis pas en train de créer la merde? Bon, voilà, ça, je voulais quand même dire ça. Il y a, oui, enfin, moi, je te répondrai après une camarade de femme. Bernard. Vous avez donné un exemple, et vous avez donné l'exemple qui, pendant ces 2-3 jours, est venu assez régulièrement, c'est celui de l'autonomie. Vous parlez qu'il faut à un moment donné peut-être taxer le SUV qui vient sur l'autoroute, parce que sa liberté, c'est aussi de circuler tout seul dans sa voiture. Mais on a vu ces 2-3 jours, j'ai assisté au débat sur les Gilets jaunes. J'ai assisté hier avec le copain régionaliste, et les deux disent à peu près la même chose. Moi, je suis issue de la banlieue parisienne. J'ai été moi en Amérique, entre la parenthèse est en fait. Donc moi, là où j'habite, j'ai des vélos, soit personnels, soit je peux les louer. J'ai au moins 2 ou 3 bus, j'ai un métro, j'ai un quart d'heure de chez moi, les grandes gares qui peuvent m'emmener à peu près partout en France ou en Europe. Je ne me plains pas. Mais ce que j'ai entendu hier du camarade, je ne sais pas si je peux l'appeler camarade d'ailleurs, des régions, c'est qu'avant, et c'est ce qu'a dit Jamal avant, c'est que
avant de punir finalement un automobiliste individuel, il faut se poser la question pourquoi il a une voiture. Moi, j'habite dans le 94, donc à 4 km de Paris, et j'ai été obligée d'acheter une voiture, je dis bien obligée d'acheter une voiture, parce que mon entreprise a été délocalisée en Seine-et-Marne à 40 km. Autant dire que faites le schéma pour ceux qui sont de la région, pour rentrer dans Paris, etc. Impossible au-delà de 2 heures aller et 2 heures retour. Mais dans les provinces, c'est pire. Donc, se poser la question de taxer la voiture avant de parler d'avion, de camion, je travaille dans une entreprise qui exporte et qui importe. Je peux vous dire que les allées et viens d'un pays à l'autre pour pas grand-chose, on perd en tout, et financièrement, et au Lyon, évidemment. Donc la question que je me pose, c'est la question de l'écologie de rupture. C'est pas forcément sur celui qui est obligé, et c'est pareil pour les critères 5 à 1, 2, 3, 4, 5 à Paris. Celui qui a une critère 5, c'est souvent dans les quartiers populaires. Mais c'est une voiture à qui il a mis des rustines toute sa vie. Toute sa vie, il a mis des rustines pour que sa voiture puisse circuler pour aller travailler ou emmener éventuellement une fois par an les enfants en vacances quand ils le peuvent. Et la question, c'est plutôt qu'est-ce que peuvent faire nos institutions, donc en commençant par l'État, et après en déclinant dans les régions, parce qu'il y a une responsabilité sur la diversité de la mobilité des citoyens. Moi, je me sens favorisée, mais je pense aussi à mes camarades. C'est la première fois que je viens dans la Drôme, mais je me suis posé la question, si je ne bois pas mon café ici, si je n'ai pas un véhicule, je ne peux pas aller prendre un café. Si, à 5 km en marchant. En marchant. C'est 1 heure de marche, 5 km. Si je n'ai pas de problème de mobilité, c'est-à-dire que je pourrais avoir un handicap qui m'empêche de marcher 5 km et de ne pas avoir de véhicule. Donc tout le monde n'a pas la même réalité que moi. Et de condamner d'abord, et c'est pour ça que les Gilets jaunes aussi se sont soulevés, parce que c'est des salariés ou des précaires, ce que vous avez défini hier, on n'a pas le choix que de prendre notre véhicule. Si vous nous donnez le choix, je ne parle pas des courtes distances, mais il faut favoriser dans les courtes distances le vélo. J'ai plein de copains qui font 10, 15, 20 km de vélo pour aller travailler. Ce n'est pas possible partout. Et ici, en province, enfin, en dehors de l'Île-de-France, que je connais le mieux, excusez-moi, la réalité de la France n'est pas la même partout. Et c'est important que s'il y a une rupture, c'est une écologie de rupture, c'est aussi des investissements pour le développement aussi du train et d'autres modalités qui font que si vous avez des transports en commun, vous pouvez après peut-être, en diversifiant les modalités, prendre peut-être pour finir les restants kilomètres, peut-être le vélo. Mais il y a des distances qui ne se font pas à vélo, peut-être quotidiennement. Et c'est là aussi où on pense parfois que l'écologie est punitive, parce qu'elle punit d'abord les salariés et les précaires. Et c'est ça qu'il faut changer. Mais moi, je pense c'est pour ça qu'il faut être en rupture avec le capital. C'est pour ça que je peux te répondre très brièvement. L'exemple que j'ai choisi n'est pas par hasard. Parce que ce n'est pas de taxer tous les automobilistes, c'est de taxer ceux qui font un choix d'une automobile qui est surpolluante et surdimensionnée. Ils ont les moyens. Donc, autant les taxer. Et ensuite, pour te rassurer, moi j'habite à 30 minutes, parce qu'ici on compte pas en kilomètres. On temps. Voilà, il y a plein de petits lacets, t'arrives à Pont-d'Arrêt, c'est là que j'habite. Et effectivement, nous, sans bagnole, on ne peut rien faire. Donc il y a un choix. Moi j'ai fait le choix d'acheter une petite Dacia Sandero GPL qui m'a coûté 2500 boules, c'est tout. Voilà. Et mais les critères à Paris sont faux cul. Le copain du Vaucluse, Benoît. Sylvie, tu voulais intervenir? Parce que c'est... Ah oui, non, c'est une femme, donc c'est un homme avant. Voilà. Actuellement, par rapport au marxisme, est-ce que vous êtes dans la logique de la dictature parlementaire? Je pose cette question parce que souvent les copains. Dans la logique de quoi? NPA, je connais bien. On n'a pas compris. Est-ce que le NPA a dans son idéologie, le
syndrome de la dictature du prolétariat. Qui, pour moi, est fondamentalement antidémocratique. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. La question, c'est que souvent, quand je vois le NPA du Vaucluse, c'est pas l'ensemble de la France, les copains ou les copines de l'NPA, qui sont actuellement, malheureusement, vu les différentes scissions qu'il y a eu, qui sont plus que 5 dans le Vaucluse, le problème, c'est qu'ils veulent toujours être en tête du mouvement. S'ils ne dirigent pas le mouvement, c'est pas bon. Alors au début, contrairement à d'autres, comme les Verts, qui ne sont jamais venus quasiment, en tout cas dans le coin, rejoindre les jaunes, le NPA a tout de suite rejoint les gilets jaunes. Okay. Mais à un moment donné, où les groupes de gilets jaunes n'étaient pas d'accord sous la soumission du NPA, ça a été la rupture. Et même Laurent, que tu dois peut-être connaître, qui était le chef du NPA à l'époque, a dit oui, avant, non, on ne soutient plus les gilets jaunes. Il dit comment ça fait, il y a 1000 manifestations, c'était la reprise des gilets jaunes. Il y a 1000 manifestations. Oui, mais sauf à Avignon, on ne soutient pas les gilets jaunes. Parce qu'il y a des trucs d'égo. Enfin, je sens toujours un besoin, je dirais pas antidémocratique, un besoin de dire j'ai la vision juste. Et moi je pense être écologiste, c'est pas avoir la vérité vraie. Alors, je suis anticapitaliste, je dis que je suis pour la lutte des classes. Je pense tous les écologistes élevés ne sont pas du tout pour les luttes des classes. Jadot est un exemple qui dit je suis pour le capitalisme et pour le néolibéralisme. Hein. C'est une partie de. Oui, non. Il a dit publiquement pour les européennes. Et puis on a vu les François de Rugy qui était au Vert, qui a été entraîné par cette partie socialiste, c'est héros, hein, l'ancien Premier ministre de Nantes, qui a mis François de Rugy dans les Verts, qui a coupé les Verts. Et ces gens-là, qui étaient chefs, étaient les deux responsables des Verts, les députés, ils sont devenus des traîtres à la cause. Et on en a vu nombreux qui étaient comme ça. Hein. On a vu notre ami qui est venu tout à l'heure, hein, qui est passé au Modem, etc. Donc il y a un certain nombre de trahisons réelles et profondes par rapport au capitalisme, dans la mesure, je disais autrefois, quand j'étais ouvert, c'est plutôt la lutte des places que la lutte des classes. Et je pense que c'est encore le cas. Bon. Le problème, c'est pas pour. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens bien à élever, c'est pas ça que je veux dire. Mais qu'en tout cas, ceux qui sont anticapitalistes et qui ont une certaine radicalité, ils ne sont pas très nombreux, à mon avis. Je vois ça en tout cas sur PACA, voilà, où c'est plutôt à droite. Sylvie, deuxièmement, essaye de réduire parce qu'on n'a plus beaucoup de temps en même temps. C'est très difficile, non pas d'avoir une attitude théorique de rupture, ça c'est pas difficile. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, c'est là où intervient, pour moi, dans le projet en partie de l'écologie populaire et sociale, c'est de l'éducation populaire. Pas au sens, je vais vous apprendre ce que c'est que la vie et je vais vous donner ma vision des choses, et puis vous devez la croire parce que c'est la meilleure. Pas du tout. C'est un échange et on avance sur les questions avec des gens qui soient aux gilets jaunes, qui soient dans les manifestations contre le pass sanitaire, ou comme d'habitude maintenant, tous les mouvements ne sont pas là, la gauche est absente totalement. On va dire, il y a 50 personnes, sur 6000 à Avignon, il y a 50 personnes d'extrême droite, il y en a 30 d'extrême gauche, puis le reste, c'est un petit peu différent des gilets jaunes, c'est une classe, je dirais une classe moyenne. Termine. Voilà, donc c'est très difficile ensuite de passer de la théorie de la rupture à la pratique de la rupture. Et c'est ça qu'on doit, en échangeant des expériences entre nous, en tout cas à l'écologie populaire et sociale, et deuxièmement aussi avec les autres mouvements, hein, pas seulement François Soumise, le NPA et d'autres, apprendre aussi à rompre, mais sans que ce soit une rupture de vocabulaire, sans que ce soit une auto-formation de rupture. Voilà. On n'a plus beaucoup de temps, je m'excuse. Bon, alors, Sylvie. Oui, moi je voulais pointer et demander aux participants de la table ronde leur position sur une contradiction, entre guillemets, peut-être pas ça, je pense, mais dans la table ronde précédente, on a pointé des combats menés dans des quartiers populaires, menés par les gens,
pour une écologie sociale sur le terrain, radicalement en opposition avec l'environnementalisme et des choses comme ça. D'accord. Dans le même temps, il y a des questions écologiques centrales qui ne sont pas une histoire de petits détails, comme parfois on se noie sur les questions écologiques, qui relèvent de décisions structurelles. Je prends l'énergie. En ce moment, donc tout le monde parle énergie renouvelable. Je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est la foire aux initiatives privées. Chez nous, c'est 1000 hectares de panneaux photovoltaïques à la place d'une forêt. Dans les Deux-Sèvres, dans le Poitou-Charentes, c'est des méthaniseurs absolument dégueulasses qui polluent et qui justement n'ont aucun bilan carbone réel de fait, à part les petits méthaniseurs à la ferme qui, eux, peuvent être écologiques. Enfin, bref, il y a donc une privatisation de l'énergie, c'est d'ailleurs le projet Hercule auquel les salariés d'EDF s'opposent, qui est reporté, que Macron a sagement reporté après sa réélection, pense-t-il. Mais donc là, c'est un truc structurel. Si on laisse privatiser le secteur des énergies renouvelables, on va pouvoir bêler avec nos petits panneaux sur nos toits individuels. Je veux dire, là, il y a des chiffres, des ordres de grandeur, c'est des facteurs 100, des facteurs 1000 de différence avec les décisions à l'échelle individuelle. Autre question qui s'est posée pendant la campagne des régionales, nous, c'est la conversion des entreprises. On a fait la liste, on avait 180 grosses boîtes dans le coin, dans la région de Nouvelle-Aquitaine qui étaient en perdition, et dont certaines revendiquaient la réquisition de leur outil de travail et la reconversion. Par exemple, il y a l'usine Ford qui est à côté de celle qu'a licenciée Philippe Poutou, l'usine Getrag, qui est une autre filiale de Ford, qui fabriquait des boîtes de vitesse. Ils se mettent en tas, ils veulent reconvertir la boîte pour faire quelque chose qui soit utile à une société post-bagnole à la boîte de vitesse. Voilà. Donc, il y a des gens qui veulent, mais ils n'ont pas les moyens. Donc, il faut bien sûr qu'il y ait des lois pour donner aux travailleurs la possibilité de se reconvertir, et puis des outils théoriques, des outils scientifiques, des supports techniques pour les aider à cette réquisition de leur outil de travail. Et on voit bien que nous, sur le terrain, comme à Grand Puy, on pousse, mais on se heurte à des tas de lois, d'impossibilités légales qui empêchent l'émergence de ces projets-là. Donc, il faut bien mener les deux terrains. Et il y a une écologie qui, par exemple, ne remet pas en cause les traités de libre-échange, c'est foutu, je ne prends même pas le temps de regarder, qui ne remet pas en cause, c'est Emmanuel Bompard qui dit ça, les traités européens, mais ça ne vaut pas chipette. On sait que ça va dans le mur. Donc, il y a quand même des seuils marqueurs d'une écologie de rupture. C'est ça que je voulais vous proposer. Je pense que c'est très important ce que tu viens de dire. Il y avait Roger qui avait demandé depuis longtemps la parole. Et puis après, je vais essayer d'être court. Oui, ça peut être très court. Oui, je suis en général assez court. Je dois dire que par ce débat, ce n'est pas pour donner des bons et des mauvais points, mais par exemple, quand tu as dit au niveau des LPA, c'est l'affaire des pauvres et des dominés, je dis c'est ça. Pour moi, je trouve que ce n'est pas pour dire, on a l'habitude de dire le plus pour ceux qui ont le moins. Alors, maintenant, on peut dire, est-ce que c'est où on est la dictature du prolétariat, mais je me dis, il y a d'autres dictatures qui ne se disent pas la dictature de la démocratie, elle est cachée, mais elle est au même niveau. Je pense qu'il faut inventer un petit peu autre chose. Et je pense qu'au niveau des élus, je voudrais dire les bons maires, j'étais maire, j'étais conseiller régional, et je me suis dit, je suis à la fois le porte-parole de la population, après les avoir consultés, après avoir fait des débats, des forums, des référendums, enfin, on a mis tout en place. Je suis porte-parole, mais en même temps, je suis d'avant-garde. Je ne m'empêche pas d'avoir des idées de peur de ne pas être élu. Il faut prendre le risque de ne pas être élu pour faire passer les idées. Si j'avais fait un référendum sur le terrain des gens de voyage, finalement, j'aurais perdu. Je dis, c'est une réalité. Et les gens m'ont dit, je suis le maire des Gitans, j'en suis fier. J'en suis fier de ce côté-là. Je ferme cette parenthèse. Maintenant, par rapport aux élus, une fois qu'ils sont élus, il y a une espèce de caste d'élus
ils se ressemblent presque tous et ils veulent à tout prix faire sérieux. Pourquoi faut-il à tout prix faire sérieux? Pourquoi ne pas faire des conneries par moment et les assumer, etc. Enfin, pourquoi ne pas rigoler? Et d'un autre côté, par rapport à un contexte politique, je dis un constat, il y a une démobilisation des luttes, malgré qu'on veuille ou non, il y a des luttes. Et maintenant, il y en a ces derniers, on se rattrape, enfin, etc. Il y a plus de monde que d'habitude. Mais enfin, on peut quand même dire qu'il y a une démobilisation au niveau électoral et ça pose des questions à personne. On dit, oh, il y a ceci, il y a cela, etc. Mais je crois ne vont plus parce qu'ils ne font pas confiance. Et je pense que derrière une remise en cause des organisations, des organisés, des partis, ils doivent se dire, eh ben, ils doivent redevenir un intellectuel collectif qui de temps à autre se réunit, analyse les choses, c'est bon, etc., mais pas des organes qui sont omnibulés par reprendre ou prendre ou pour gérer le pouvoir. Et il n'y a qu'un seul moyen, c'est de faire rentrer les non-encartés, les citoyens, même avec leur diversité, d'organiser des rencontres citoyennes dans les territoires sur des sujets alimentés par du vécu, vendus par des contradictions, et essayer, et à ce moment-là, essayer d'avoir, pourquoi pas, des représentations au niveau des électeurs. On a fait ça au niveau de certaines campagnes électorales, on a réussi à se faire entendre, naturellement, j'ai vois qui se fait entendre, mais enfin, quand il s'agissait de campagne, au niveau des municipales de Mulhouse, par exemple, la seule qui a été éliminée de la troisième position, comme par hasard, c'était le leader du mouvement du groupe de chômeurs. Hein. Donc voilà, je m'arrête là en disant que il faut changer fondamentalement. De toute manière, on ne peut pas faire plus mal qu'on fait actuellement. Donc il faut à tout prix ouvrir au mouvement citoyen. D'accord. On va prendre 3 dernières interventions, puis on arrêtera, et puis les gens, parce que là, on est vraiment, on s'excuse, mais dans un problème limite, il y aura une réponse des intervenants. Vas-y. Alors, moi, je vais intervenir citoyenne et en dehors de l'écosystème politique. Donc, j'ai envie de vous offrir ce débat. Intéressé par le mouvement PEPS dans la dynamique perspective politique. C'est-à-dire que j'entends vraiment la dynamique de rupture, elle est nécessaire. J'entends vraiment la dynamique de compte, elle est nécessaire par rapport à la dynamique destructive du lieu. Mais là d'où je suis, là où j'agis en tant que mère, avec mon enfant, je suis déjà citoyenne à part entière, à lui offrir un cadre de vie, dans mon village, à agir, dans mon job, à agir, etc. Et ce qui me ferait rejoindre un mouvement politique comme PEPS, c'est les perspectives politiques. Ce n'est pas uniquement la dynamique de rupture, qui est nécessaire, mais qui pour moi n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que j'ai besoin de quelque chose de désirable, un projet qui ramène à des actions ensemble, du vécu ensemble, qui amène à rêver et qui parle à nos enfants. Voilà, je vais être un peu dans la dynamique aussi de Fatima Ouassak, c'est-à-dire, ok, comment on donne. Là, aujourd'hui, dès maintenant, on a un discours qui fait que ça fait rêver nos enfants. Pour que nos enfants pourront dire, en 2021, ils ont mené un projet. Ah ouais, bah ça nous faisait rêver en fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des contradictions, des choses difficiles à traverser au niveau événement, au niveau climatique, etc. Mais vraiment, je crois que dans ma dynamique, qui est à la fois responsable, citoyenne, mais qui relie aussi la dynamique de joie, d'être heureuse dans ma vie au quotidien, dans le présent, au jour le jour, et pas uniquement dans une visée d'écosystème militant, politique, parce qu'en plus, c'est vrai que je ne suis pas partie de ce milieu-là. Moi, je suis venue parce que je suis écoféministe, je m'identifie à ce mouvement-là, mais je suis effectivement plus artiste, donc dans mon monde aussi, avec mes dynamiques socio-culturelles, artistiques. Et voilà, je me dis comment je m'insère peut-être éventuellement dans un projet comme celui de PEPS, voilà. C'est parce qu'il y aura une perspective. Et là, j'insiste sur ça parce que pour moi, c'est un petit peu absent dans ce qui se présente là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble? Au-delà de qu'est-ce qu'on ne veut plus.
Parce que c'est sûr, sur le constat de ce qu'on veut plus, je crois qu'on se met tous d'accord, mais en fait, on est tellement. Il y a plein d'analyses qui le disent. On est comme ça, bon, alors soit on se met la tête dedans, soit qu'est-ce qui nous rend dans l'action. Bon, voilà, je m'arrête là. Du coup, j'ai relevé une phrase. Attends. Oui. Pour le monde de demain, avec les enfants d'aujourd'hui. Elle a dit cette phrase. Fatima, je trouve qu'elle est extraordinaire. Moi qui suis aussi dans l'art, je trouve que cette phrase, elle pourrait vraiment dynamiser beaucoup. Pour le monde de demain, avec les enfants d'aujourd'hui. Je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que ça ne vous parle pas trop parce que c'est pas dans mais je ne sais pas si c'est une phrase. Je vais essayer de répondre tout à l'heure, mais je comprends que elle l'a dit comme ça. Hein, c'est sorti comme ça. Je trouve cette phrase extraordinaire et je vais l'illustrer. Du coup, je suis assez d'accord avec toi et en fait, j'ai l'impression que vous écoutez tous depuis tout à l'heure que ce que je vais vous dire, ça te paraîtra tellement logique que ça fera partie de tous vos programmes à l'avenir parce que des projets de perspective qui sont vraiment en rupture et pour lesquels on n'a même pas besoin de parler d'écologie, on en a. Hein, je me suis rendu compte ce matin qu'on a parlé pendant 2 heures sans prononcer le mot une seule fois écologie, en parlant de la sécurité sociale de l'alimentation, donc qui est un vrai projet de rupture face au capitalisme, parce que c'est arracher tout ce marché de l'alimentation capitaliste. Ça vient défaire tous ces mauvais côtés des AMAP que soulevait Jamal, mais ça défait aussi tous les mauvais côtés du jugement, de l'aide alimentaire, etc. On sort complètement de ça. On n'est pas dans une écologie punitive, on est dans une écologie qui propose, qui pour dans longtemps, pour toujours, et qui potentiellement, si on commence à rentrer dans la démarche économique de la cotisation sur la valeur ajoutée, va nous permettre de socialiser de plus en plus de pans de notre société. On pourrait socialiser le logement, on pourrait socialiser nos vêtements, on pourrait socialiser la culture. En fait, au bout d'un moment, on peut regagner au capital tous ces trucs-là. On est dans la proposition, on est dans le long terme, on est pour les enfants. Honnêtement, je me dis que la sécurité sociale de l'alimentation est un vrai projet de rupture pour vos projets écologiques. Et je suis pareil, je ne suis pas du tout militant politique, en tout cas, à travers du parti. Et je trouve que ça peut répondre à vos envies. Là, franchement, on a de nouvelles demandes. Bon, vas-y, mais vas-y. Oui, je t'avais demandé ça. Donc, par rapport à l'écologie de rupture, ah oui, en fait, ça va au-delà même de l'anticapitalisme. Je pense que les perspectives qu'il faut qu'on ouvre, c'est des perspectives complètement nouvelles. Il va nous falloir énormément d'imagination, de travail et d'intelligence collective. Alors, par rapport au mot radical, moi j'aime bien dire que je suis radical dans la mesure, même si c'est un mot qui est péjoratif, on est côté du doigt. Radical, c'est aller à la racine des problèmes. Et la racine des problèmes, elle est encore avant l'anticapitalisme. Pour moi, l'écologie, c'est un mot piégeux maintenant, que tout le monde utilise, et que souvent il y a plein d'enjeux de ce qu'on met dedans, c'est des mots valises. Le mot environnement, l'environnement, ça nous tourne autour, alors que pour moi, c'est le choix de la vie. Et ça qu'il faut qu'on l'explique à tous, il faut qu'on continue à vivre. C'est ça l'enjeu principal. Et donc vivre avec les autres, avec soi, avec le réel vivant qui est encore autour de nous. C'est-à-dire la faune, la flore, avoir le plus possible de contact réel avec ça. Alors, il faut écoutez, non mais on n'a vraiment plus beaucoup de temps, donc il y a encore une ou deux interventions. Voilà. Vas-y, Marjorie. Oui, c'était pour répondre à ce que tu disais, mais ça fait partie d'une réflexion depuis le début de la semaine où on tourne autour de la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait. On a déterminé les problèmes, on a besoin de réponses concrètes et de politiques au quotidien qui puissent faire en sorte de réorganiser politiquement la vie sociale en fait au quotidien et notamment au sein des classes populaires. Donc du coup, on a lancé l'idée pendant le débat des Gilets jaunes, on a relancé un petit peu l'idée là maintenant. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des bases vertes
voilà, avec des copains, on est en train d'écrire un texte qui s'appelle, enfin un appel qui s'appelle Tous au RSA, enfin toutes et tous au RSA, résistance, secours, action. Et l'idée, c'est de faire des bases communalistes, politiques, où on pourrait justement se réorganiser entre nous sur la base de la gratuité, sur la base de la solidarité, sur la base de la résistance aux oppressions de façon générale, avec des actions qui soient des actions d'éducation populaire, qui soient des actions politiques, et qui puissent réinventer sur une base individualiste, en fait, la société à partir d'en bas. Voilà. Merlin, vas-y. Ça sera la dernière intervention, parce que là... J'ai envie de répondre à ce que tu disais et d'essayer de permettre un petit peu d'imaginaire politique qu'on peut porter. Je crois que tu as raison quand tu dis qu'est-ce que les enfants ils vont retenir de notre action. Il faut qu'ils retiennent quelque chose de beau et qui n'est pas seulement une lutte, mais aussi une construction. J'aime bien dire maintenant il faut qu'on réapprenne à construire des cathédrales. Parce que autrefois, sur des générations et des générations, des gens ont mis des pierres pour construire des édifices dont ils n'ont jamais vu le bout, et dont même leurs enfants n'ont jamais vu le bout, mais ils savaient qu'ils construisaient quelque chose de beau, et aujourd'hui on contemple, et moi je ne suis pas chrétien du tout, mais j'admire certains de ces édifices, je les trouve beaux, et je respecte ce travail, et je respecte les centaines de personnes et les successions de générations qui ont réussi à faire ça. Effectivement, on est peut-être à l'époque où il faut qu'on construise une cathédrale, mais la plus impressionnante de toutes. Aujourd'hui, les capitalistes, ils ont un rêve, certains, les plus tarés, c'est d'aller transformer des planètes qui sont des cailloux, comme Mars, comme la Lune, en des terres, en des mondes vivables. Mais moi, j'ai envie de dire, commençons par re-rendre vivable la Terre que nous avons empoisonnée. Il faut prendre soin de la Terre, il faut la rendre à nouveau belle, la rendre à nouveau vivable, humaine. J'aimais beaucoup ce que tu disais sur la vie. Il faut rendre la vie à ce monde que nous avons tué, que nous avons empoisonné. Et il faut qu'on cultive, sur des générations et des générations, qu'on jardine la Terre, qu'on en fasse un jardin planétaire, et c'est ça que retiendront nos enfants. Nous aurons rendu la beauté et la vie à notre Terre. Très bien. Mais alors, on va peut-être, pour finir, donner quelques 3 minutes maximum, peut-être aux gens, aux intervenants pour répondre. Voilà quoi. Bon, voilà. Puis après, on ira manger parce qu'il y a le concert de rap après. Et voilà. C'est dommage parce qu'on aurait pu continuer ce débat encore 1 heure. En hyper accéléré, non, la dictature du prolétariat, ça fait longtemps que non. Par contre, ça ne veut pas forcément dire que tous mes camarades ont rompu avec une certaine forme d'avant-gardisme. Voilà. Et donc, cette dimension de la politique un peu substitutive de faire à la place, il y a cette version-là qui est problématique, et je l'entends. Il y a une autre version qui est beaucoup plus agissante et beaucoup plus majoritaire, qui est celle qui consiste à se faire élire pour faire le contraire de ce pourquoi on se fait élire. Et malheureusement, largement, la politique, elle est considérée comme ça. Ensuite, sur radicalité, écologie punitive, etc. Pour moi, radicalité, c'est exactement le sens que tu donnes, c'est prendre le problème à sa racine. Et là, effectivement, je pense qu'il faut prendre à la racine de ce que je disais un petit peu tout à l'heure sur comment, ce qui est en jeu, c'est la vie. Mais ce qui s'oppose à la vie, c'est le capital, c'est le système capitaliste. Donc, pour moi, la rupture, c'est la rupture avec ce système. Bon. Donc, ça met en jeu, évidemment, les questions de propriété, puisque fondamentalement, c'est basé là-dessus, c'est basé sur la propriété privée du capital et la nécessité de rentabiliser ce capital, et pour ça, d'exploiter les travailleurs, le travail gratuit des femmes, etc., etc. Donc, on peut pas, il n'y a pas moyen de moyenner. Bon, à un moment donné, cette question de la propriété, il faut qu'elle soit posée. Donc, la question de la socialisation, parce que il y a un certain héritage du mouvement ouvrier, et y compris, c'est une partie de la discussion avec nos camarades de l'AFI qui se réclament aussi de l'écosocialisme. La question, elle n'est pas juste de la nationalisation. Elle n'est pas juste elle est la question de la socialisation, c'est-à-dire d'une autre façon. C'est pas simplement à qui ça appartient, mais c'est comment ça fonctionne et pour quelle fin, et que de ce point de vue-là,
le système productif, il n'est pas neutre selon qui produit pour faire du profit ou selon qui produit pour satisfaire les besoins. Mais là, je pense que ces transformations radicales, structurelles, elles sont indispensables, mais qu'elles s'articulent avec des alternatives qu'on peut mettre en place ici et maintenant et tout de suite, parce que fondamentalement, il y a les paroles de la chanson, hein, nous ne sommes rien, soyons tout. Bon. Mais c'est compliqué pour celles et ceux qui ont toujours été dominés, qui ont toujours été subalternes, qui ont toujours été aliénés, de devenir tout comme ça, sans que ce soit des bureaucrates qui fassent les choses à la place. Donc tout ce qu'on apprend à faire ensemble au travers des alternatives concrètes, c'est du temps de gagner pour l'avenir et pour se débarrasser de ce problème bureaucratique. Donc pour moi, les alternatives qu'on met en place ici et maintenant, ça ne détourne pas de la lutte contre pour transformer le système globalement. Ça accumule des forces et des expériences pour le faire mieux. Dernière chose sur l'écologie punitive et tout ça. Souvent, il y a des discussions de ouf autour de oui, mais les petits gestes, machin, etc. Oui, les petits gestes, c'est la somme des petits gestes, ça suffira pas parce qu'il faut ces trucs structurels. Je ne crois pas non plus qu'on change la société, y compris dans un sens, pour moi, éco-socialiste. Vous voyez ce que je veux dire. Avec le fait qu'aujourd'hui, on n'en a rien à foutre de comment on vit, de ce qu'on consomme, etc., etc. C'est pas vrai. Voilà. De la même façon que, ok, il y a partie liée entre lutte contre le capitalisme et lutte contre le sexisme et l'oppression des femmes, ça n'empêche pas de combattre le machisme ici et maintenant parce que dans nos luttes, on se transforme aussi. On est aussi modelé par ce système capitaliste de consommation, etc. Et des fois, quand on n'a pas trop le moral, on dit, surtout, je me souviens donc j'ai pas le temps de raconter ça, mais on s'est acheté un petit quelque chose pour se consoler. Bon, on est pétri de ça, il faut le reconnaître, voilà. Et ce travail de transformation dans un cadre collectif, il est aussi extrêmement important. La dernière chose que je veux dire, et c'est ça là-dessus qu'on devrait prendre plus de temps pour discuter, celles et ceux qui sont d'accord sur cet aspect de l'écologie de rupture, bon, on a quand même une responsabilité et on n'est pas à la hauteur et on n'est pas sérieux. Parce que moi, je suis pour la biodiversité, etc. Mais enfin, on pourrait se donner les moyens de représenter un tout petit peu plus une force politique, quelque chose qui compte, quelque chose qui soit identifiable. Et à ça, on n'est pas à la hauteur de nos responsabilités. Donc je sais qu'il y a plein de propositions qui traînent dans l'air, que ce soit de la part de Rejoignons-nous, que ce soit de la part des camarades de Se Fédérer, que c'est des choses qu'on se dit entre nous, etc. Mais il y a un moment, il faut arrêter de se dire qu'il faudrait qu'il y ait un cas, etc. Et je pense qu'il faut qu'on prenne des initiatives. Je ne dis pas qu'on va fabriquer la même organisation d'un seul coup, mais au moins on aurait un truc genre, je sais pas, je sais pas quoi, alors nous on avait écrit maison commune et puis là l'autre il a repris maison commune, il paraît Macron, donc c'est pas une bonne. Mais voilà un truc où on se retrouve, voilà, on travaille effectivement à ça. Pas à cultiver notre différence dans la concurrence des groupes entre eux, mais à cultiver tout ce qu'on peut avoir en commun. Franchement, je pense que ça urge et que si on ne le fait pas, ça craint, quoi. Moi, je sais bien qu'il faut donner envie au projet d'écologie de rupture, comme tu l'as annoncé tout à l'heure. Mais on ne pourra pas le faire sans s'affronter de manière frontale aux intérêts du capital, y compris à certains intérêts en fait qui ont permis, par exemple, ce que tu as cité tout à l'heure, la libéralisation du marché de l'énergie. Il faut savoir qu'il y a eu des acteurs politiques qui ont créé un marché ex nihilo qui n'existait pas en France. Dans le cadre de mon boulot, j'ai eu à suivre en fait la libéralisation de ce secteur, des grands comptes jusqu'aux citoyens. Et il faut savoir qu'il y a eu une partie de la gauche qui a voté la directive européenne libéralisant le marché de l'énergie. Donc voilà, donc il faut s'affronter à la fois aux intérêts du capital, mais aussi lutter contre une partie de notre corps. Donc c'est des oppositions frontales. Voilà, il y a de la lutte aussi. Oui, très brièvement, je ne vais pas défendre l'écologie des mers parce que c'est je vous dirais juste qu'en fait, on a un niveau d'exigence et de radicalité, justement, qui fait qu'on ne tolère pas qu'on fasse un pas de travers.
parce que les autres partis politiques jouent aux chaises musicales de façon constante, mais nous, dès qu'on a 3 petits canards qui font casse-pieds et qui font des conneries, ça y est, on s'en prend plein la tronche. Donc, je dirais que ça. Et après, sur la radicalité, j'y reviens parce que, effectivement, peut-être que je l'ai présenté comme quelque chose de négatif, ce qui n'était pas mon intention, parce que moi, bien au contraire, je suis très très fier aussi d'être radical, et je revendique d'être radical, mais je constate que quand je dis des choses radicales, ben, les gens prennent peur, hein, ça les inquiète. C'est un constat, c'est tout. Comment? Ça dépend qui. C'est-à-dire, les gens qu'on essaie de convaincre. Justement. Peut-être qu'on n'était pas convaincu énormément, en fait. Ouais, mais si c'est pour prêcher des convaincus, c'est pas la peine. Donc, faut aller. Alors, moi, donc, t'as fini? Non, continue. Non, du coup, j'ai fini. Non, mais du coup, j'ai perdu le fil d'une autre chose que je voulais dire. D'accord. Bon, c'est pas grave. Non, moi, ce que je voulais dire pour finir, puis là, bon, on ira. Bon, c'est d'abord, je voulais répondre à la question qui m'avait été posée par Yves. Pourquoi je pense qu'il faut expliquer qu'il y a plusieurs écologies, comme il y a eu plusieurs socialismes. Hein. Il y avait la social-démocratie, le socialisme, le communisme, et même le national-socialisme. Hein? Tu reclassais le national-socialisme dedans? D'une certaine façon, Mussolini, ancien socialiste, a construit le fascisme, etc. Et avec des... Oui, ça, si tu veux, dans toutes les expériences fascistes, il y avait un essai de s'appuyer sur les classes populaires en reprenant la mythologie socialiste. Donc, c'est plus compliqué que ça. Et donc, moi, je dis oui, aujourd'hui, si on ne caractérise pas les différentes écologies, on se trompe, tout simplement parce que depuis le début de l'écologie, ces écologies différentes existent. Tu vas parler d'Élisée Reclus. Eh ben, le gars qui a inventé le mot écologie, Ernst Haeckel, en 1864, c'était un raciste, un darwiniste social qui a lui-même expliqué dans le même bouquin où il parlait d'écologie, pour la première fois, ce mot était écrit, eh bien, une page après, ou quelques pages après, eh bien, il expliquait que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs parce que dans l'évolution. D'accord, celui qui a inventé le mot écologie politique en 56 en France, par exemple, était, alors j'ai un trou de mémoire, avait collaboré avec le fascisme, c'était un 2, je sais pas quoi. Bon, et donc voilà, c'est-à-dire que dans l'écologie politique, et c'est très bien comme moi, il y a à boire et à manger. Je dis ça pourquoi? Parce que le débat avec ELV aujourd'hui est très important pour nous. Pourquoi? Si en octobre, les Verts allemands arrivaient au pouvoir avec les conservateurs, eh bien, on aurait un axe très très fort en Europe autour duquel se reconstruirait une écologie qui dériverait de plus en plus à droite. Et je dirais, si par exemple Jadot est élu aux primaires, eh bien, il est évident que moi je ne voterai pas Jadot parce que je considère que là, il doit y avoir une rupture avec ce type d'écologie-là. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de... on n'est pas tous écologistes comme ça dans le même machin. Enfin, il faut faire des différences. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est une sorte de convergence entre les différentes écologies de rupture. Pourquoi moi, je pense que c'est intéressant, les interventions des camarades de LPA ou de Rejoignons-nous. C'est pour une raison. C'est que d'un côté, nous, on est nés autour de deux idées. C'est les assemblées populaires locales et puis le Front populaire écologiste, dont parlait Ruffin, etc. C'est un type d'alliance. Et ça renvoyait à quoi? Ça renvoyait à ce que dit Marjorie sur il faut construire des bases vertes, communalistes, localement, etc. Mais en même temps, se pose la question de l'État. Et la question de l'État qui est posée plus par les éco-socialistes que par les écologistes sociaux est importante aujourd'hui à prendre en compte. Parce que si on veut rompre avec le capitalisme, il faut déjà rompre en France, par exemple, avec le fait que les banques, par exemple, alimentent l'industrie pétrolière, le carbone, etc., etc., par exemple. Bon. Et donc, il y a un certain nombre de mesures où on verra si ELV les propose et les met en application,
s'ils sont éventuellement un jour au pouvoir, et est-ce que les autres, est-ce que nous, on arrivera à faire un programme d'urgence écologiste qui, à la fois, assume ce rapport à l'État et en même temps est appuyé par une politique par en bas qui est construite sur la base de ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. Pourquoi on revient souvent au moment des Gilets jaunes? Parce qu'on pense que c'est un mouvement de rupture très profond de la part des classes populaires avec le capitalisme et qui va dans le sens de l'écologie. Donc, je dirais que le débat, là, il n'est pas anodin. Et je finirai en disant, c'est très important ce qu'a dit Gabriel, voilà, sur la question, en fait, que moi j'appelle le récit. Parce que c'est vrai qu'ici, on n'a pas parlé, à part Merlin et quelques copains, de ça, quoi. C'est-à-dire l'imaginaire écologiste qu'il faudrait construire, etc. Et pourquoi on a fait ça comme ça? Parce que la politique, elle a des exigences qui sont souvent en contradiction avec le récit. Donc, il faut produire un récit, tu en as bien parlé, autour de la question de la vie et du vivant, et en même temps, répondre aux contingences de la politique qui est effectivement un écosystème, comme tu l'as dit, qui exige des fois des choses un peu chiantes, de compromis, de discussion sur des programmes, sur des contenus, sur des alliances qui sont compliquées, quoi, hein, parce que, bon, ici on a vu depuis une semaine que les questions qui se posaient, elles étaient complexes. Et c'est même le propre de l'écologie de travailler de la complexité. Voilà, je vous remercie. Oui, absolument. Mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait. Il faut faire rêver. Il faut faire rêver. Ça, je suis d'accord. C'est ce que j'appelle la dimension éthique de l'écosystème. Oubliez le rassemblement avec cet enregistrement.